Bonsoir, je suis Rose Love et je vous propose Love, Sex and Magic, le podcast qui parle avec ouverture, avec respect et bienveillance des relations amoureuses et de la sexualité. Pour cette première, je vous propose de parler de bonheur. C'est quoi le bonheur? Célibat ou couple? Pour ce premier épisode, j'accueille avec moi Emmanuel Gatera, qui est spécialisé en coaching thérapeutique, en coaching de vie personnelle, professionnelle, ainsi qu'en psychologie énergétique. Et Emmanuel est également prof de yoga africain. Bonjour Emmanuel. Bonjour Rosalie, ça me fait plaisir de faire ce podcast avec toi. Merci, le plaisir est pour moi. Merci d'avoir accepté mon invitation. Emmanuel, alors d'après toi, le couple rend-il heureux? C'est une très bonne question, Rosalie. Dire que le couple rend heureux, c'est... il faut d'abord être heureux parce que le bonheur, comme tu l'as bien dit, ou être heureux, je peux dire c'est un état d'esprit. Mais le malheur vient justement à une personne qui s'attend à acquérir le bonheur, ou à être heureuse à travers une relation, à travers un engagement. C'est là où on est très vite déchanté. Parce que le bonheur ne peut pas se trouver à l'extérieur de soi. Dans le bonheur, c'est toujours à l'intérieur que ça se passe. Justement, on devient malheureux par le fait qu'on s'attend à avoir un bonheur qui se trouve à l'extérieur de soi. Donc le bonheur n'est jamais... il ne peut pas se retrouver à l'extérieur. C'est toujours un état d'esprit, c'est toujours un état interne. Voilà. Oui, merci. Je pense aussi comme toi, pas mal. Je crois que chaque situation a ses avantages et ses inconvénients. J'aime bien cette citation qui dit « Seul on va plus vite et ensemble on va plus loin ». Pour moi, ça illustre assez bien ça. Je crois qu'on peut être heureux ou malheureux, seul ou en couple. Donc pour moi, le couple n'est pas forcément une finalité. Mais en effet, on peut être heureux en couple. Mais pour ça, je rejoins ce que tu dis par rapport à l'état intérieur. Être d'abord heureux à l'intérieur, donc pour moi heureux d'abord seul, pour être mieux encore en couple, parce que malheureusement certains se mettent en couple un peu pour, je vais dire entre guillemets, vraiment des grandes guillemets, des mauvaises raisons, parce qu'en soi c'est toujours pour des bonnes raisons quelque part, pour soi, mais je veux dire par là que si on est malheureux seul et qu'on se met en couple par peur de la solitude, pour moi on a quand même plus de chances d'être moins heureux en couple également. Ouais. Et en plus, on se met beaucoup de pression aussi. Du coup, la pression d'être heureux parce qu'on est en couple, et on met la pression sur les épaules de l'autre aussi de nous rendre heureux parce qu'on est en couple. Ouais. Ici, je vais te partager maintenant des commentaires que j'ai reçus au préalable. Des témoignages. Je les mets expressément anonymes parce que, bon voilà, simplement pour respecter les personnes qui ont envoyé ces témoignages. J'ai une femme qui m'a écrit « Célibat égale solitude, contrôle, calme, liberté totale, vide, froid, seul, doute, questionnement, peur. Le couple égale chaleur,
partage, compromis, discussion, amour, bruit, deux en un, équipe, famille, confiance, repos. Qu'est-ce que cela t'inspire? Oui, en fait, c'est une belle façon de décrire à quoi ce que ça représente en fait d'être en couple. Finalement, chaque personne peut définir cette réalité-là, mais l'obstacle aussi vient du fait que la plupart des personnes se mettent en couple, mais sans d'abord faire un travail, ce que j'appelle un travail intérieur, soit des blessures du passé ou des conditionnements, des conditionnements des familles, aussi ce que la société nous vend comme un couple modèle ou entrer dans une relation. Et donc, cette femme décrit bien en fait ce qu'il y a. En fait, la vie seule, sauf si c'est un choix. Parfois aussi, beaucoup de personnes pensent que le fait de faire un choix d'être seul, ça peut être aussi un choix inconscient, basé surtout sur des peurs inconscientes ou surtout des blessures non guéries. En fait, la peur aussi de l'engagement, la peur d'être avec une personne en fonction des blessures aussi, parce que nous sommes le produit de nos parents qui ont été aussi des enfants de leurs parents, et en fonction de ce que nos parents ont vécu comme couple, et ça crée certainement des blessures, des expériences. Donc on n'a pas envie de reproduire ou de vivre les mêmes expériences. Et du coup, la plupart des personnes ferment la porte à cet engagement, à se mettre en couple, décident font le choix d'être seul. Et comme il disait, donc la description qu'elle fait de cette réalité de choisir d'être célibat, ça décrit bien cette vision de dualité qui représente d'être seul. En fait, même d'une manière générale, les êtres humains, d'abord, nous sommes des êtres sociaux, donc nous ne sommes pas faits pour vivre seuls. Et quand on se met en couple, c'est qu'on y cherche quelque chose. On y cherche le bonheur, on y cherche la chaleur, la complémentarité, l'amour, la tendresse, l'affection. Et ce sont des choses qu'on ne peut pas se donner quand on est seul. C'est ça l'idée. Donc elle décrit bien ce que ça représente pour elle, vraiment ce choix d'être célibataire ou le choix d'être en couple finalement. Oui, tout à fait. Ici, du coup, je vais rapidement enchaîner avec le témoignage d'un homme parce qu'il va un peu dans le même sens, et donc j'ai écouté attentivement ce que tu dis. Et je trouvais ça très intéressant. Du coup, j'aimerais mettre en perspective le témoignage de cet homme pour entendre ce que tu as à dire aussi. Donc lui, il donne aussi des mots-clés. Donc pour le célibat, on a la liberté, la fierté, la tristesse, pas d'enfant, immature, vie solitaire, pas d'instinct maternel, travail, carriériste, plus resto, vie extérieure, voyage, folie, fait attention à sa ligne, soigné. Alors pour le couple, il dit sécurité, mariage, famille, enfant, maison, projet, modèle, contrainte, privation de liberté, concession, modèle, pour la vie, regard des autres, réussite absolue. Là, qu'est-ce qui te vient? Pour moi, on voit vraiment une différence entre une femme dans le premier et ici un homme qui parle. Les choix des mots sont assez différents. En fait, ce qu'il y a, c'est que nous sommes dans une période où la valeur
comme la liberté, par exemple, peut être interprétée comme... c'est-à-dire qu'une personne peut se dire, je suis célibataire, je suis libre. C'est comme si être en couple, ça ferme la porte à la liberté. Donc, quelque part aussi, c'est ce qu'on dit, c'est ce que je disais, que des blessures non soignées, des conditionnements, ou la vision, en fait, ça dépend aussi de quelle tradition on vient, de quelle culture on vient. Parce que, ça fait plus de 2 décennies que je suis en Occident, et moi j'ai grandi en Afrique. J'ai connu les mariages traditionnels, et puis le sens qui est derrière, pourquoi on se met en couple, pourquoi on décide à un moment donné de faire les enfants, parce que le fait qu'on soit là à ce moment, c'est que il y a nos ancêtres qui ont pu perpétuer cette vie, parce que la vie est sacrée d'abord. Donc on a aussi ce devoir, un devoir moral en tant que personne. Voilà, comme j'ai reçu la vie, mes ancêtres ont préservé cette vie, j'ai un devoir moral aussi de reproduire quelque chose, de laisser la vie derrière moi. Donc c'est-à-dire que même le fait de se mettre en couple, de décider il y a des sacrifices aussi derrière tout ça. C'est-à-dire quand on décide de perpétuer la vie, de se mettre en couple, de donner la vie, ça aussi a un sens quelque part. Mais ça dépend aussi de là où dans quelle tradition on se trouve, dans quelle culture on est. Donc c'est très large. Oui. Donc ça décrit bien, cet homme décrit bien la vie, ce choix d'être célibataire ou le choix d'être en couple. Donc il y a toujours des avantages et des inconvénients, et il y a surtout des sacrifices aussi à faire. Quand on choisit d'être célibataire, il y a des avantages et des inconvénients. Mais quand on se met en couple aussi, le plus c'est de faire, pour moi en fait, c'est faire vraiment un choix conscient. Faire un choix conscient, c'est-à-dire on a travaillé sur soi, on a pris le temps de soigner nos blessures, on a pris le temps de se délester du conditionnement social, familial. Mais à partir du moment où on a fait un travail sur soi-même, quand on a travaillé sur ses blessures, conscientes ou inconscientes, à ce moment-là, on peut faire un choix conscient. Et on peut dire que la plupart des gens malheureusement n'ont pas pris le temps de travailler sur eux-mêmes. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Oui, tout à fait. Je vais rebondir sur une ou deux choses de ce que tu as dites qui m'ont vraiment parlé. Donc tu as parlé de cet instinct de reproduction quelque part. Et je crois en fait que c'est même entre guillemets, c'est humain. C'est pas forcément lié aux origines ou à la culture. Je crois vraiment que c'est un besoin humain, un peu comme avec sur la pyramide des besoins de Maslow. On a vraiment ce besoin de survie à la base de la pyramide. Et je crois que le besoin de reproduction, quelque part, fait partie de l'instinct de survie, parce qu'en fait, le fait de se reproduire fait qu'il reste un peu de nous après, quelque part. On est un petit peu éternel à travers ce qu'on laisse ici. Et pour se reproduire, on a besoin d'un partenaire. Parce que le couple, à l'origine, on est un peu formaté comme ça. Le couple, à l'origine, est procréatif. Tout ce qui est amour, bien-être et autres, c'est plutôt récent. Et donc, je crois qu'on a vraiment cette programmation au niveau sociétal, au niveau familial aussi, au niveau culturel, au niveau religieux. Donc, ça fait à beaucoup de niveaux, quelque part, il y a une programmation qui est faite pour s'engager, pour construire quelque chose en tant que couple. Et malheureusement, je trouve qu'on a beaucoup oublié l'humain. Ça ne veut pas dire qu'il faut être individualiste,
mais simplement se rappeler qu'en fait, un couple, c'est d'abord deux individus. Et du coup, je pense que c'est nécessaire de d'abord travailler l'individu seul, comme tu as parlé de guérir ses blessures, en effet. Donc pour moi, être heureuse d'abord célibataire, c'est important. Je ne pense pas qu'il faille être célibataire toute sa vie ou qu'il faille absolument être en couple toute sa vie. Je pense que c'est important de vivre les deux expériences et d'arriver à trouver la plénitude et la sérénité dans chacune des expériences. Donc voilà un petit peu ce que ça m'inspire, ce que tu as dit. Maintenant, je passe au témoignage suivant, qui est un témoignage féminin. Une fois de plus, je précise chaque fois féminin ou masculin, quand même. Donc ici, alors elle me dit, personnellement, je regrette amèrement mon célibat. Donc vous avez compris qu'elle est en couple. Comme idée reçue, je dirais la plus grosse, c'est l'injonction implicite que tu ne peux pas être heureux seul et que les célibataires sont nécessairement des gens qui n'ont juste pas encore trouvé le bon, alors qu'il y en a qui apprécient leur célibat. Alors, un petit peu plus loin, elle me dit, il y a à peine quelques semaines, une très bonne amie à ma mère que j'aime beaucoup a rencontré mon compagnon et la première chose qu'elle a dit, c'est « Ah, chouette », on commençait à désespérer, à s'inquiéter. Style que j'allais rester seule. C'était gentiment dit, mais je trouve ça un peu bof. Car même si je reste seule, qu'est-ce que ça change? Je reste la même personne. Et pourquoi le couple serait-il la finalité? C'est fort, hein, ça, parce que c'est quelqu'un qui est heureuse dans son couple. Mais voilà, elle regrette quand même ces moments de célibat aussi. Oui, en fait, la vie, c'est évolution, c'est évoluer vers quelque chose. Parce que c'est comme un adolescent qui dirait qu'il a besoin en fait de ses années d'enfance ou de bébé. Donc la vie, c'est l'évolution, on évolue vers quelque chose. Mais le plus important pour moi, c'est de se dire, est-ce que d'arriver en fait en étant dans un couple ou pas, et en se posant la question, est-ce que je suis vraiment heureuse? Je suis une personne heureuse d'abord seule ou en couple. D'arriver à se dire, en fait, je suis avec un homme ou je suis avec une femme, j'apprécie sa présence, j'apprécie la présence de personnes avec qui je suis. Que ce soit avec cette personne, je peux arriver à m'épanouir, à sentir la plénitude sans cette personne. Sinon, on tombe dans la dépendance affective, affective ou émotionnelle. Oui. Et quand on se dit, c'était mieux quand même pendant mon époque de célibat, c'est là où c'est là où on ne mesure pas en fait l'engagement. En fait, quand on s'engage, on s'engage en fait en connaissance de cause. Quand on s'engage parce que la vie est sacrée, parce qu'il y a nos parents qui nous ont donné la vie, nous aussi on a ce devoir moral de l'humanité aussi de laisser une trace, de laisser la vie. C'est là où un bébé, un adolescent ne peut jamais regretter d'être très jeune ou bien d'être un bébé parce que la vie est comme ça. La vie évolue, il y a une période où on est, puis on grandit, on vieillit, et puis c'est un cycle de la vie. Tout à fait. Ouais. Et donc, on comprend en fait, il y a toujours cette amertume qui peut arriver quand on est affronté à la réalité du couple, parce que les enfants sont là, les nuits sont courtes, et puis il y a des disputes parce que un couple, c'est toujours des hauts et des bas. Et c'est là où le regret arrive, oui, si j'étais seul, et si jamais j'étais encore célibataire, personne ne pourra me dire quoi faire, je peux décider de faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Voilà, c'est ça l'idée. Oui, tout à fait. Donc tout dépend vraiment de quel niveau d'engagement, et aussi de prise de conscience, de pourquoi on s'engage
dans ce qu'est une relation de couple. Ce n'est pas une relation de copinage. On peut décider d'avoir un copain ou une copine et du jour au lendemain, informer à la personne, écoutez, ça ne me convient plus. Je vais rompre cette relation-là, c'est facile. Mais à partir du moment où on s'engage, on fait des enfants, casser cette relation, c'est pas la même chose que casser l'amitié standard. Ouais. Oui, tout à fait. Et ici, ce qui m'est venu aussi en lisant ce témoignage, c'est un peu de nouveau comme quand on dit l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Donc forcément, il y a des moments quand on est en couple et que ça va aller moins bien, parce qu'il y a des hauts et des bas, hein, c'est comme ça dans toute relation, même dans la relation avec soi-même. Quand on est un petit peu on traverse une crise où on est un peu dans le creux de la vague, ben oui, forcément à ce moment-là, on va regretter quand on était seul, comme quand on est célibataire et qu'on a envie peut-être à ce moment-là, on a besoin d'affection ou envie d'un câlin, on se dit j'ai envie les personnes qui sont en couple. Et puis il y a des moments où dans son couple on est super heureux et on est très bien. Et comme il y a des moments où on est célibataire, comme tu as parlé tout à l'heure, de liberté, et on est très bien aussi. Donc je pense en fait que finalement, la même personne, en posant la même question, à des moments différents de la relation, la réponse aussi sera différente. Qu'on l'on soit célibataire ou que l'on soit en couple. Et ça, c'est ce que je trouve assez intéressant. Et ce qui est intéressant aussi dans ce qu'elle dit, pourquoi le couple serait-il la finalité? En fait, c'est les contes de fées, les films. Et voilà, c'est parce que c'est ce qu'on nous a, on l'a inculqué, on l'a répété depuis toujours en fait. On va à l'école pour apprendre, pour trouver un chouette travail. Pour pouvoir être autonome, et puis on se marie, et puis on fait des enfants, c'est la suite logique. Donc en fait, on nous a jamais demandé qu'est-ce que toi tu veux dans la vie. On nous a juste dit c'est comme ça se passe comme ça. L'école, le travail, le mariage, les enfants. C'est les croyances collectives. Ouais. Il y a un autre témoignage, ici c'est une femme aussi, mais c'est parce que je trouve que quelque part ça se rejoint. Elle parle des questions aux célibataires. Je ne comprends pas pourquoi on dit pourquoi es-tu célibataire alors que tu es mignonne. Donc c'est le genre de questions qui l'agacent parce qu'elle trouve que les deux ne sont pas liés. Il y a une sorte de pression, par exemple sur la Saint-Valentin, ici, là, on y est en plein dedans. Cette pression est autant sur les couples que sur les personnes célibataires. Et puis aussi, elle rajoute être célibataire à 30 ans, ça devient plus compliqué pour les rencontres. Je trouve que en fait, ce témoignage rejoint un petit peu le précédent parce que ce que je ressens en lisant ces deux témoignages, c'est la pression sociale, la pression, ça peut être familiale aussi, et ça peut être aussi la pression que l'on se met soi-même finalement. Quand on est dans une période où on n'est pas bien dans sa situation, qu'on soit en couple ou célibataire, du coup on va se mettre une pression. Je ne sais pas si tu vois un lien entre les deux témoignages ou si toi il y a autre chose qui te vient à l'esprit. Oui, clairement. En fait, on est dans une société où il y a toujours ces questionnements. Donc, on vit dans une société où il faut la conformité, faire comme tout le monde. Donc, avec un certain âge, on va te poser la question, tiens, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu es tu es encore célibataire? À ton âge, on a déjà les enfants. Qu'est-ce que tu attends? Pourtant, tu es une jolie fille, tu as une belle situation. Donc, c'est ça ce qu'on vend en fait dans les sociétés modernes. Donc, à un moment donné, il faut arriver à... C'est ça aussi parfois qui peut pousser à être dans la résistance. C'est-à-dire que dans le temps, c'était les familles, je reviens encore à
la société, dans la tradition où j'ai grandi, c'était les familles d'abord qui choisissaient, c'est-à-dire que le mariage n'appartenait même pas, n'appartenait pas au couple. C'est-à-dire que le mariage, c'était des familles qui se mariaient entre elles. Et c'était l'union d'abord des familles. Donc, du coup, on avait aussi cette pression des parents. Dès qu'un garçon avait l'âge de se marier, bon, déjà à partir de 20 ans, donc on commençait, mais alors, est-ce que tu as déjà trouvé une fiancée? Donc, on te mettait la pression. Maintenant, ça a changé, c'est aux filles maintenant on s'adresse. Donc, dès que une fille, après un certain âge, voilà, maintenant tu as du travail, tu as tout ce qu'il faut, qu'est-ce que tu attends? Et comme elle disait, t'es une jolie fille, qu'est-ce qui te manque pour... comme si... et pourtant, il peut faire un choix, d'être célibataire, ou bien surtout ne pas encore trouver la personne qui la convient. Et donc, l'idée, c'est vraiment de résister à ces idées reçues. On revient toujours à la même chose. Donc, le conditionnement, c'est quoi? Oui, ma fille va à l'école, quand tu auras un diplôme, tu vas trouver un mari, tu vas te marier, et puis après, tu auras la retraite. Une fois que tu seras à la retraite, tu vas commencer enfin à profiter de la vie. Non, pourtant, c'est l'inverse. Donc, c'est l'inverse qu'il faut faire. Donc, du coup, à un moment donné, il faut arriver aussi à remettre en question ce que surtout la société capitaliste nous vend comme un modèle de société, comme le bonheur, l'amour, et surtout, c'est aussi lié à la sexualité. Je sais que tu abordes ces sujets aussi. Et la jeunesse aujourd'hui, par exemple, ça c'est notre sujet. Le baromètre ou le modèle de la sexualité, c'est via les films pornographiques. Donc ça aussi, ce sont des idées reçues. Ils vont reproduire exactement la même chose dans un couple, alors que ce n'est pas la sexualité. Donc il y a plusieurs paramètres qui interviennent dans un couple. Oui. C'est intéressant, oui, son témoignage. Oui, tout à fait. Et avec ces pressions viennent aussi des peurs finalement. Parce que justement, quand les gens posent ce genre de questions, je ne comprends pas pourquoi tu es célibataire alors que tu es mignonne, comment ça se fait que tu es toujours célibataire à ton âge, ou quand on te fait des réflexions du style « Ah, tu es enfin en couple », on commence à s'inquiéter. En fait, moi, personnellement, j'aime bien parfois utiliser des mots assez forts, hein, mais je pense que parfois c'est important de donner un petit peu des chocs pour faire prendre conscience aux gens. Mais moi, en fait, je le vois un petit peu comme une sorte de terrorisme sociétal par rapport au couple. Parce qu'alors, la personne qui a un certain âge et qui est célibataire peut commencer à se dire « Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. J'ai des problèmes ». Alors qu'en fait, peut-être qu'elle n'a pas de problème. Et même si tu es heureux dans ton célibat, parce que c'est un célibat choisi, hein, je crois que les seuls célibataires qui veulent rester ad vitam aeternam, eh bien, ce sont ceux qui dédient leur vie à, je ne sais pas, les nonnes, les prêtres par exemple et autres. Mais en dehors de ces gens-là, les personnes normales qui ont envie de rester une certaine période célibataire, si cette période dure trop longtemps, en fait, c'est comme si c'était anormal. Et donc, du coup, en fait, tu n'as même pas le droit d'être heureux parce qu'on va se dire, mais non, tu as des problèmes, réfléchis, remets-toi en question, ce n'est pas normal. Et je trouve ça un peu dommage parce qu'en fait, on ne demande jamais aux gens, ton célibat, est-ce que c'est par choix ou alors est-ce que c'est contraint? Et voilà, et si tu es heureuse comme ça, c'est l'essentiel. Le jour où tu en auras marre d'être célibataire, j'espère qu'à ce moment-là, tu trouveras une personne qui te convienne, tout simplement en fait. On ne laisse pas les gens être heureux dans leur célibat. On veut que tout le monde soit formaté dans le même moule, mais en même temps, on veut tous être des personnes spéciales. C'est un peu contradictoire. On ne se rend pas compte que nous-mêmes, parfois, on contribue
quelque part, à perpétuer ses croyances, à mettre la pression et à transmettre ses peurs. On se les transmet les uns aux autres, on reçoit comme ça. Je reçois un paquet de peurs que j'ai reçu de mes parents ou de la société et je le prends. Et puis ensuite, je vais le transmettre à une copine parce que je vais dire, mais enfin, t'es toujours célibataire à ton âge, c'est pas normal. Ou alors, mais t'es si belle, comment ça se fait? T'es toujours célibataire et t'es mignonne, tu dois avoir des problèmes. Pourquoi en fait? Tout de suite, on voit tout de suite quelque chose d'anormal. Et ça, c'est assez dommage qu'on ne soit pas assez dans l'écoute finalement de l'autre. Et en fait, on ne se demande jamais, celui qui est en couple, peut-être aussi qu'il est heureux, peut-être aussi qu'il est malheureux. Non, non, non. S'il est en couple, tout se passe forcément bien. Et les projecteurs de l'anormalité sont mis sur le célibataire. Et celui qui est en couple, tant que lui n'a pas dit ça ne va pas, on part du présupposé qu'il est forcément heureux. Parce qu'il est en couple, il a forcément réussi. Donc on est très, en fait, une société qui est basée sur l'image, sur le qu'en dira-t-on. Et on n'est pas assez dans l'écoute finalement du cœur et des besoins, de nos émotions réelles dans l'instant. Parce que c'est ça, c'est dans l'instant. Il ne faut pas forcément faire l'apogée du célibat ou du couple, mais c'est de quoi j'ai besoin maintenant dans cette étape de ma vie. C'est ça qui est le plus important. Et de quoi l'autre a besoin maintenant, aujourd'hui. Même si moi je suis en couple et que je suis heureuse en couple, l'autre, mon ami, mon frère, ma soeur, qui est célibataire, est-ce que ce célibat répond à un besoin maintenant qu'elle traverse? Si la réponse est oui, alors tant mieux, nous sommes tous les deux heureux et c'est tout ce qui compte. Et si demain elle a envie de se mettre en couple ou il a envie de se mettre en couple, eh bien voilà, le plus important c'est toujours que ça réponde à, que chacun s'écoute et que chacun réponde à ses besoins et à ce qu'il appelle en fait finalement. Parce que nous ne sommes pas tous appelés au même destin. Tout à fait. Oui. Ça me fait penser à un livre remarquable qui a été écrit par Brunowell. C'est une infirmière australienne. C'est les 5 regrets des personnes en fin de vie. Je ne sais pas si tu connais ça. Oui, je connais ça. Et là, elle revient justement sur il faut vérifier le pourcentage qu'elle donne. 45% des personnes se mettent dans une relation, dans un couple, parce que là où ils sont malheureuses, mais juste pour répondre en fait aux normes des sociétés qui disent voilà, il faut se mettre en couple, maintenant c'est l'âge de se marier, donc pour satisfaire les besoins des parents, des amis, ils se mettent en couple parce qu'il faut se mettre en couple, mais pas par le choix. Oui. Donc du coup, ils restent malheureux dans une relation qui ne devrait pas être. Oui. Donc c'est ça qu'il s'agit en fait. Oui, tout à fait. C'est très intéressant ce que tu dis là parce que j'ai pensé directement au film Matrix. Je ne sais plus, je crois que je ne suis plus sûre, il me semble que c'est Bruce Lipton qui dit Matrix c'est un documentaire, ce n'est pas un film. Je ne suis plus sûre de qui l'a dit, je crois que c'est lui, mais sans certitude. Mais en tout cas, voilà, je trouvais ça assez intéressant parce que c'est vrai, on est formaté et on n'est même pas conscient qu'on est formaté. On vit comme sous hypnose et on ne se rend même pas compte que nos choix, parfois, ne sont même pas nos choix. Ce sont les choix de nos parents, ce sont les choix de la société. Mais le travail de formatage a été tellement bien fait qu'on est persuadé que c'est nos choix. Attention, je ne dis pas que c'est le cas pour tous les choix, bien sûr. Ce qui est important, c'est comme tu as dit tout à l'heure, je pense, c'est de faire les choses en conscience. Donc, dans ce que j'ai reçu de mes parents, enfin des personnes qui m'ont élevée, de la société, qu'est-ce que je garde qui me convient et qu'est-ce que je change parce que ça ne me convient pas. C'est ça, c'est vraiment faire un état des lieux, un bilan et de faire ces choix vraiment en conscience. Et
Et pour parler de bouquins aussi, il y a celui de Yvon Dallaire qui est un magnifique bouquin. Moi, j'ai vraiment dévoré cet ouvrage, qui est Qui sont ces couples heureux. Et on a tous, la plupart d'entre nous, rêvé du couple parfait quand on était enfant, et de souhaiter que voilà, le couple reste quand même la norme sociale dominante. Mais au final, quand on regarde les chiffres, parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes, la moitié des couples se séparent. Parmi l'autre moitié qui reste ensemble, il y a 30% qui sont malheureux. Mais comme on est dans une société basée sur l'image, sur le jugement, sur le regard des autres, 30% restent mariés. Donc en fait, il n'y a que 20% de couples qui sont vraiment heureux. Ça me fait peur. Moi, sérieusement, ça me fait peur. Et je me dis, c'est d'autant plus important de bien prendre le temps de se construire avant de vouloir construire un couple et pas, entre guillemets, se mettre en mode pilote automatique et faire les choses parce qu'il le faut ou pour faire comme les autres, parce que on a plus de chances finalement d'être malheureux quand on avance de cette manière-là. Ouais. Si je vais avancer un peu rapidement, parce que je vois que le temps passe, mais c'est tellement intéressant. C'est tellement intéressant. J'ai quand même envie de lire encore quelques témoignages. Celui d'un homme, j'ai failli dire son prénom. Alors on a un témoignage masculin, lui qui dit « Je me sens bien célibataire ». Je précise que lui est en couple aujourd'hui, enfin il est même marié. Donc il dit « Je me sens bien célibataire ». Enfin, donc il parle de quand il est célibataire, car j'ai l'impression d'être libre, dégagé, autonome, sans que l'on te demande que feras-tu aujourd'hui, où es-tu. Ce que les compagnes oublient, c'est que on ne peut pas emmener sa copine partout, car face à certaines rencontres, donc elle va montrer son mécontentement, son désaccord, vouloir tout influencer. Donc voilà, de manière générale, pourquoi il préfère le célibat. Maintenant, par rapport au couple, c'est bien pour la stabilité, pour l'équilibre, surtout sur le plan hiérarchique. Là, je suppose qu'il parle de la position dans la société. Le fait d'être marié ou en couple est un modèle de personnage sérieux et crédible. Mais de mon point de vue, c'est bien d'être en couple, surtout quand on trouve l'âme sœur. On est sûr de pouvoir se comprendre, partager les mêmes idéologies, mais cette approche est souvent rare. En couple, on peut faire plus de choses, plus de programmes, des voyages, des projets, planifier d'avoir des enfants. On peut faire des vues sur 5 ans, 10 ans, etc. Il y a de la complicité, de l'harmonie. Donc c'est une symbiose. Il dit, ça c'est un très beau mot, symbiose. Sentiment permet parfois, nous les hommes, d'être rapidement matures. Oui. Ouais, c'est beau ça. Je trouve qu'il illustre vraiment parfaitement le bon et le moins bon de chacun. Ça pour moi, c'est ouais, il résume assez bien en fait. Et en fait, on revient toujours à cette vision de la fausse réalité d'être célibat ou du couple. Mais c'est surtout aussi issu d'une société décadente. Parce que il ne faut pas oublier aussi que depuis des milliers d'années, surtout je reviens à l'Occident qui donne des leçons de morale au reste de l'humanité. Il faut savoir que la femme a été longtemps maltraitée. C'est que on parle de l'émancipation des femmes ici en Occident, c'était dans les années 60. Quand on parle de l'émancipation des femmes, avant les femmes, ils n'avaient pas aucun droit. Donc ici en Occident, même aux États-Unis,
il y a des métiers où les femmes ne peuvent pas accéder. Les salaires, c'est toujours pareil. Et, il y a des pays ici en Europe où jusqu'à il y a une dizaine d'années, une femme ne pouvait pas ouvrir même un compte en banque sans l'accord de son mari. Donc, on est dans des sociétés décadentes en fait qui vont discriminer les femmes. Enfin, en fait, ça crée des peurs, ça crée aussi ça a créé beaucoup de souffrance. Ah ben cette souffrance aussi, elle est au niveau en fait énergétique. Et ça crée aussi une souffrance en fait au niveau de la psyché collective des femmes et des hommes en même temps. Et tant qu'en fait tout ce travail en amont n'est pas fait correctement, et c'est loin d'être le cas, le résultat, c'est comme tu disais, c'est 20%, les 20% qui sont heureux dans leur relation sont des gens qui ont parvenu en fait à intégrer, à faire un travail approfondi en fait, sur eux-mêmes, d'abord avoir l'intégrité intérieure par rapport à eux-mêmes, par rapport à une vie qu'ils veulent mener sans être influencés par qui que ce soit, par être dictés par, quand on dira-t-on, de la société, des images, des stéréotypes des autres, de l'extérieur. Voilà, en fait, c'est parce que en fait, il faut vraiment tenir. Il y a plusieurs paramètres qui sont imbriqués dans cette réalité. Sinon, ça va. Donc, le témoignage de cet homme résume quelque part des peurs des gens et surtout la réalité de ce que vivent la plupart des garçons ou des filles, ou des hommes et des femmes dans la vraie vie, quoi, dans le monde réel. Oui. Ouais. Tout à fait. En effet, ça illustre bien les peurs et les limitations de chaque situation. Et en même temps, ça illustre bien aussi les avantages de chacune des situations. Donc ça, je trouvais ça chouette. Et puisque tu as abordé, entre guillemets, les discriminations faites aux femmes, je vais directement enchaîner sur ce témoignage parce que je trouve que ça l'introduit bien, d'une femme qui est un peu long, mais il est vraiment très intéressant. Donc elle dit il y a encore énormément de croyances dans la société actuelle à ce sujet. Autant la tolérance et l'acceptation des choix de chacun s'accroît, autant la question du célibat reste très touchy. On commence doucement à accepter que toutes les femmes n'aient pas forcément envie d'être mères, mais alors, si elles choisissent carrément de rester célibataires, là, c'est un problème. N'oublions pas qu'il y a peu, les femmes célibataires étaient traitées de sorcières et tuées. Un excellent ouvrage, puisqu'on a parlé justement d'ouvrage en plus, qu'elle cite, c'est Sorcières, la puissance invaincue des femmes, qui explicite le féminicide des femmes célibataires lors des chasses aux sorcières et comment la société actuelle perpétue les mêmes croyances. C'est fort. Moi, franchement, quand j'ai lu ce témoignage, oui, c'est vrai, c'est bien de se rappeler de ça, je trouve. Donc, elle continue en disant: un homme qui souhaite rester célibataire, ça passe mieux, mais à condition évidemment qu'il papillonne. Bien sûr, on est dans une société patriarcale. Pas question de rester célibataire et abstinent. Donc, pardon, l'histoire de la société patriarcale, c'était mon petit commentaire à moi. Parenthèse. Alors, je continue avec le témoignage ici. Ça choque très peu, voire même pas du tout, qu'une personne ne soit jamais restée célibataire, donc une personne qui ait enchaîné les relations de couple, bien sûr. Par contre, l'inverse, oui. Pourquoi sommes-nous choqués de voir une personne célibataire, on va dire un célibataire de longue durée? On pense que la première a un problème, mais pas la deuxième. Pourquoi? Selon moi, la personne la plus construite et entière est celle qui est capable de rester seule, qui n'a pas besoin du couple pour se reconstruire.
Je pense aussi que dès le plus jeune âge, on nous incite à penser qu'on ne peut être heureux qu'en couple. Et ça, c'est vraiment une croyance omniprésente. Certains aussi pensent s'assurer de la compagnie pour leurs vieux jours. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé, mais c'est vrai aussi cette peur de la solitude dans la vieillesse. Donc elle continue en disant être en couple à 30, 40, 50 ans n'est aucunement une garantie qu'on ne sera pas seul à 70 ans ou plus tard. Au contraire, il vaut mieux entretenir toutes ces relations sociales, familiales et amicales et ne pas tout miser sur le couple comme le font certains. Encore une fois, comme pour tout dans la vie, chacun est différent. Donc on n'arrête d'imposer un mode de vie unique. Certains préfèrent le couple, d'autres le célibat. Mais que ce choix soit fait pour soi et non pour la société. Les femmes ont encore plus la pression d'être en couple. Est-ce pour ça que beaucoup acceptent énormément de la part de leur partenaire? Parce qu'on leur a inculqué, que tout vaut mieux que de se retrouver célibataire. Voilà, c'est un très très beau témoignage, très touchant. Et je trouve qu'elle a vraiment abordé plusieurs choses dans ce même témoignage. Et rien que de ce témoignage, on peut en parler des heures, parce que justement, elle a vraiment abordé de nombreuses choses par rapport au célibat. Et c'est vrai, cette peur de la solitude également est aussi une raison pour laquelle les gens se mettent en couple et ils peuvent supporter beaucoup, parce qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et certains préfèrent être mal accompagnés que d'être seul en fait. Et ça c'est très très fort. Et c'est vrai que cette pression est encore plus forte sur les femmes en fait finalement. Parce qu'il y a cette question d'image, pour être une femme respectable à un certain âge, il faut être absolument mariée. Ou en couple en tout cas. Oui, il est très fort le témoignage de cette femme. On revient toujours en fait à cette société occidentale finalement, tu vois, le monde judéo-chrétien, patriarcal, qui a discriminé depuis l'Antiquité en Occident, depuis la Grèce antique, c'est que les femmes, l'homme pouvait en fait, sa femme était son objet, donc il pouvait le vendre, il pouvait à un moment donné, comme c'était des guerriers, ils faisaient la guerre, même avoir des enfants garçons, c'était accepté parce que c'était des guerriers. Et une femme, quand elle faisait des filles, et les filles, parfois, ont tué les filles. Ça, ce sont des réalités occidentales, mais qui sont restées comme des blessures, en fait, non guéries dans l'inconscient collectif. Les femmes célibataires, comme le disait cette femme, c'était traité de sorcières. Alors qu'on revient toujours à une société matérialiste. Voilà, c'est la réalité de l'Occident. La science, voilà, c'est le matérialisme. Alors que quand on est dans une spiritualité, il y a aussi les besoins de son âme. C'est-à-dire que la personne, une femme, peut-être sa mission de vie, c'est une mission peut-être de guérir, d'être au service de la société, de faire certaines choses, d'être par exemple une guérisseuse. Même dans des sociétés traditionnelles en Afrique, par exemple, une guérisseuse était célibataire, c'est-à-dire sa vie n'était pas dédiée à élever les enfants, mais c'était une vie dédiée à la communauté, dédiée à soigner, à guérir les personnes. Cette personne était célibat, donc c'était des femmes, des grandes initiées supérieures. C'était des femmes qui n'avaient pas d'enfants. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est au niveau spirituel. Donc, mais dans une société purement matérialiste, une femme qui a fait le choix d'être célibataire parce qu'il a décidé de mener sa mission de vie, c'est peut-être faire certaines choses, parce qu'élever des enfants pour une femme, c'est un travail, ça demande de sacrifice. Mais quand
à partir du moment où la personne a fait un travail sur elle, elle est consciente de la vie qu'elle veut mener. Quand elle sait que sa mission de vie, c'est peut-être dédiée à faire autre chose qu'élever les enfants ou fonder une famille, c'est mal vu pour la société. Mais comme on est toujours dans la conformité, dans faire comme tout le monde, les personnes se marient, moi aussi je me marie pour faire plaisir à la société ou pour être vu. Et ça demande du courage en fait. Ça demande le courage d'assumer sa vie, de faire ce pourquoi on a été mis sur cette terre. Et ça, en fait, on revient toujours au problème de faire un travail sur soi-même, d'oser d'être soi-même. Et ça, malheureusement, la société étant comme elle est, soit on choisit de suivre le chemin de son cœur ou bien de choisir ce que la société nous dicte de faire. Oui, tout à fait. C'est on va dire, un grand conflit interne parfois, parce que arriver à différencier ce qui est ma volonté de ce qui est la volonté, on va dire, extérieure, donc que ce soit mes parents ou la société, c'est pas toujours évident. Mais c'est vrai que quand on arrive à savoir ce que l'on souhaite vraiment, ce qui nous appartient vraiment, c'est merveilleux. Mais c'est pas toujours évident. Je voulais juste revenir sur la fameuse société patriarcale. Pour moi, ce n'est pas que en Occident. Là, ici, en tant que femme, moi, je le vois un petit peu à travers le monde. Maintenant, je ne connais pas tout le monde, mais de ce que je vois, j'ai l'impression que de manière générale, le monde est un peu plus patriarcal quand même, parce que je regarde en Afrique, la condition, la position de la femme est encore aussi quand même fort liée à l'homme, en fait, finalement. Et beaucoup de femmes se mettent aussi en relation parce qu'il y a cette sécurité affective et financière qu'apporte une relation amoureuse ou une relation de couple finalement. Donc pour moi, il y a encore beaucoup de travail. Il y a encore beaucoup de travail, mais bon, le plus important c'est que chacun trouve son bonheur, peu importe les raisons, mais c'est que chacun trouve son bonheur dans ce qu'il vit. Ici, je vais lire un tout dernier témoignage qui est intéressant aussi, avant de clôturer. Donc, c'est un homme qui dit: le bonheur, c'est toi qui le crées. Donc, tu peux tout à fait être heureux en étant célibataire. Mais je ne pense pas que nous sommes faits pour être seuls. Je pense qu'à un certain âge, il y aura de plus en plus de célibataires parce que la société pousse de plus en plus l'individu à être roi. Je pense qu'il y a différents chapitres dans la vie. À un certain stage, c'est bien d'être seul, mais à un certain moment, la solitude s'installe. De plus en plus de gens remplacent les relations en prenant des animaux, car ils ont besoin d'affection, même si l'animal ne remplace pas l'humain. Nous sommes faits pour vivre en communauté. On vivra toujours en communauté. Et seul, à un certain moment, tu voudras plus de la vie. Pour moi, la solitude n'est pas une bonne chose, car à un certain moment, on a envie d'être avec quelqu'un, de fonder une famille, même si ce n'est pas jusqu'à la nuit des temps. Ça aussi, c'est un beau témoignage, je trouve. Oui, un très bon témoignage. En fait, il faut savoir qu'aussi, nous glissons en fait petit à petit dans une société où il y a plusieurs courants, et surtout le danger, c'est que il y a des projets de transhumanisme impliqués par même des grosses sociétés comme Google, des grosses sociétés qui sont là derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la technologie, je crois que c'est même au Canada maintenant, ils ont commencé déjà à faire des premiers expérimentations. Donc aujourd'hui, avec la technologie qu'ils ont développée, c'est-à-dire que même l'homme on peut implanter dans l'homme l'utérus artificiel. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui était
avec la science matérialiste. Donc, c'est pas grave, on peut tout créer. Pourquoi se fatiguer alors que tout on peut créer? Si on veut un enfant, on peut sélectionner un bon garçon, une belle fille avec des yeux bleus. Ils peuvent tout créer. C'est ça aussi le danger, c'est arriver à faire la part des choses, à se dire mais qu'est-ce que je veux vraiment quelle est la vie que je veux mener, qu'est-ce qui est juste pour moi, et puis arriver à s'épanouir dans la société, à faire un choix conscient. Et parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est au Japon, il y a des mariages qui sont célébrés par des robots. Des robots, en fait, je crois qu'on a fait une interview à un homme qui avait choisi de faire ce mariage avec un robot, donc une poupée, en fait, une momie, et qui a toutes les fonctions biologiques. Donc cet homme peut pousser sur un bouton et faire tout, se faire plaisir. Il disait, oui, j'ai choisi de me marier avec cette femme robot parce que il n'y a pas d'émotion, il ne va pas réclamer, il n'y a pas des sentiments, donc je peux faire ce que j'ai envie de faire quand je le veux. On revient toujours dans cette notion de libertinage, parce que l'autre, qui était censé être complémentaire à moi-même, devient une source d'obstacles. Alors que ce n'est pas le cas dans le mariage, c'est un projet à deux où chacun va s'épanouir, où on cherche la complémentarité, mais quand on est dans une mauvaise relation, ça c'est autre chose. Et donc, idéalement, c'est vraiment trouver, comme dans l'informatique, il y a ce qu'on appelle la compatibilité de matériel. En fait, je crois que dans des couples aussi, il faut chercher une personne qui nous corresponde, ou l'âme sœur en fait. C'est-à-dire que, mais quand on est dans une mauvaise relation, ça c'est autre chose. Oui, tout à fait. L'âme sœur est d'ailleurs un sujet qu'on abordera dans un épisode prochain, cette grande question. Mais c'est vrai qu'ici, le couple, c'est la vie de manière générale est à la fois simple et complexe. Et en même temps, c'est ça qui la rend aussi belle et c'est ça qui la rend aussi unique. Chaque relation est unique. Et même le célibat entre deux relations, ou que ce soit par choix pour une période plus longue, ça reste aussi des moments privilégiés avec soi-même, où on a plus de temps à se consacrer à soi, à son bien-être, à ses amis, à sa famille. Je pense que le plus important, c'est vraiment de tirer le meilleur de ce que l'on vit au moment où on le vit. C'est beaucoup plus difficile, bien sûr, quand on subit sa situation. Il n'y a pas que le célibat qu'on subit. C'est important de dire aussi que parfois, quand on est en couple, on peut subir aussi parce qu'on peut être malheureux en couple et rester. On reste parce qu'on a peur de partir, peur de se retrouver seul ou peur Enfin voilà, il y a de nombreuses peurs qui peuvent faire qu'on reste dans une relation. Ça peut être les finances, ça peut être pour les enfants, peu importe, mais il faut vraiment prendre, à partir du moment où on n'est pas malheureux, où on ne subit pas le célibat ou le couple, il faut juste tirer le meilleur de ce qu'on vit pour le temps que ça dure. Et à partir du moment où ça change, tant qu'on continue d'être OK avec ce changement, parce que nous sommes des êtres qui évoluons, donc rien n'est permanent dans la vie, sauf justement le changement, c'est ça qui est beau. Donc on évoluera toujours, et que ce soit évoluer en passant d'une relation de célibat à une relation de couple, ou en étant en couple mais en évoluant dans son couple avec son partenaire. Je pense que c'est trouver son bonheur dans ce qu'on vit. Et si à un moment donné ça ne va vraiment pas, eh bien on se pose les bonnes questions et on fait ce qu'il faut pour que ça aille ou pour changer cette situation. Et
Et ici, chacun des témoignages, je trouve, était beau. C'est vrai que je me rends compte que j'ai souvent répété, c'est un beau témoignage. Mais je trouve que c'est beau parce que chacun a parlé avec son cœur. Après, maintenant qu'on soit d'accord avec ce qu'ils ont dit ou qu'on soit en désaccord avec ce qu'ils ont dit, c'est autre chose. Il ne faut pas s'arrêter à « je suis d'accord » ou à « je ne suis pas d'accord ». Si on est d'accord, ok, mais c'est surtout quand on est en désaccord que c'est intéressant. Parce que c'est ça qui emmène au questionnement. Et c'est le questionnement qui emmène à l'évolution. C'est des points de vue différents qui nous font grandir. Parce qu'évidemment, si on est tous les mêmes, on pense tous la même chose, on dit tous voilà, le film sera un peu ennuyeux. Donc c'est parce que justement on a des différences qu'on peut se remettre en question. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va changer, qu'ensuite on sera d'accord avec l'autre, mais au moins on va se dire c'était intéressant ce qu'il a dit. Ouais, c'est vrai, c'est un point de vue que j'avais jamais pensé, mais voilà, c'est juste emmener à l'ouverture d'esprit. Et donc pour moi, chacune de ces personnes, d'ailleurs je les remercie tous de leur participation, a parlé avec son cœur. Et j'espère que chacun de ces témoignages ont pu vous aider, soit vous vous êtes reconnus, ou soit vont pouvoir vous ouvrir à la réflexion, ou alors vous emmener à vous rendre compte qu'il y a un monde qui est différent, mais que ce qui est différent n'est pas forcément mauvais, c'est simplement différent. Donc voilà, on arrive tout doucement à la fin de ce podcast qui a été beaucoup plus long que prévu. Je te remercie infiniment, Emmanuel, pour ton temps, pour ce partage. Tout ce que tu as dit, c'était très intéressant, c'était très profond. Donc c'est pour ça aussi que j'ai laissé, parce que je me suis dit, c'est le moment présent et j'ai suivi mon instinct. C'était très important et je sens que c'était juste comme ça. Donc voilà, je te remercie énormément. Merci aussi à chacun des auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui. Je te laisse le mot de la fin, Emmanuel. Et merci beaucoup à toi, Rosalie, de m'avoir invité et surtout laisser la parole de ces très bons témoignages, de raisonner, de parler, qui je suis sûr qu'ils vont parler à d'autres gens. Et ce qui est important, tu l'as bien dit vers la fin, c'est vraiment suivre le système de guidage que nous avons tous à l'intérieur de nous, c'est-à-dire que c'est la voix de notre cœur. À chaque fois en fait qu'on vit une expérience ou à la souffrance quelque part, c'est qu'on n'a pas écouté notre voix intérieure, la voix du cœur. C'est la voix de notre cœur, en fait, c'est la même voix qui est dans notre âme. Et quand on choisit en fait de le suivre, on se trompe rarement. C'est très rapide. C'est ça qui devrait guider en fait nos choix, parce que le choix du cœur, il est toujours vrai, il est toujours ordonné, correct, il est sage. J'encourage aux gens à écouter leur voix intérieure. Et ça, en fait, quand on l'écoute, on se dirige vers le bonheur et la joie. Et c'est ce qu'on est ici, en fait, pour expérimenter la joie et le bonheur et la béatitude. Merci encore une fois pour ce que tu fais. Merci à toi, c'est magnifique ce que tu viens de dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. Sentez-vous libre de le partager avec une ou des personnes que vous pensez que cela pourrait également intéresser. Merci également de nous laisser vos commentaires. À bientôt, excellente soirée, je vous embrasse. C'était Rose Love pour Love, Sex and Magic.